Bonsoir à tous. Alors peut-être une très très courte introduction. Moi je suis donc Simon Brabant, le directeur de l'école 3A. Et donc on a invité aujourd'hui Jean-Claude et Guillaume. Peut-être une courte introduction pour vous parler de l'école 3A. L'école 3A est une école particulière. Alors d'abord dans les valeurs qu'elle porte, l'altruisme, la solidarité, et puis aussi dans des champs d'intervention particuliers, dans des secteurs d'activité particuliers, que sont l'économie sociale et solidaire, le développement alternatif à l'international, la responsabilité sociétale de l'entreprise, et puis l'humanitaire et le développement international, la solidarité internationale. Euh, on dit que c'est une école pas comme les autres, c'est aussi un centre de formation, un organisme de formation, et on propose d'ailleurs à ce titre-là des actions sur mesure, des actions courtes en intra, en inter, et ce webinaire est un peu le point de départ en fait de ces actions sur mesure. On traite des sujets, ensuite on peut discuter des besoins des managers ou des entreprises en tout cas de ce secteur. Alors, je tiens à remercier particulièrement du coup nos deux invités, Guillaume et Jean-Claude. C'est vraiment un honneur de vous recevoir sur cette fin de journée. Alors, je ne sais pas à partir de quel moment on dit ce soir ou voilà, mais sur cette fin de journée. Et puis l'équipe de 3A qui est engagée au quotidien pour faire de la formation, améliorer et professionnaliser les champs que je viens de citer. Voilà, et je ne vais pas en dire plus parce que Jean-Claude va pouvoir introduire dès maintenant le reste du séminaire. Donc moi, tout d'abord, je tiens à remercier l'équipe de 3A pour l'invitation. Je suis ravi de partager ce webinaire avec Guillaume. On se l'était promis, donc voilà, c'est fait. Donc il me revient effectivement l'honneur d'introduire le sujet. Donc c'est un webinaire qui pense à un sujet majeur, alors qui ne concerne pas uniquement les structures de l'économie sociale et solidaire, à savoir qu'on assiste depuis de nombreuses années à un processus de désenchantement du travail. Donc les personnes qui travaillent dans l'ESS, que ce soit des salariés ou des bénévoles, ont de plus en plus le sentiment de trouver moins de sens dans et au travail. Leur travail, autrement dit, leur donne de moins en moins envie de donner, et on assiste effectivement à une dynamique de désengagement au travail. Alors je crois qu'il est important de clarifier et de bien convenir de ce qu'on entend par le terme engagement et donc désengagement. Alors, engagement au travail, ça veut dire effectivement qu'on a affaire à des personnes qui se sentent concernées par les objectifs de leur organisation. Alors, ça peut être une association ou une entreprise. Alors, cela étant dit, quand on est concerné, ça peut résulter de deux choses. On peut être concerné parce qu'on a intérêt à, autrement dit, on a intérêt à ce que ça se passe bien parce qu'on peut gagner de l'argent, on peut y faire carrière, on peut obtenir du prestige. Et puis, on peut également être engagé parce qu'on a intérêt pour ce que l'on fait. On a un sentiment de s'identifier, de se reconnaître dans le travail qu'on réalise. Donc, c'est surtout cette deuxième dimension qui semble effectivement s'affaiblir dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Alors, ça peut se traduire de différentes façons. Les personnes peuvent avoir le sentiment de moins faire association, c'est-à-dire de moins agir collectivement, chacun pour soi. On a le sentiment d'avoir une action qui soit moins militante, politique. Alors, ça peut se traduire également par le fait qu'on ait moins le sentiment de faire profession, moins avoir la capacité de faire un travail de bonne qualité, moins servir sa profession, les personnes qu'on est censé accompagner. Et plus largement, on peut avoir le sentiment de plus en plus de simplement agir comme un prestataire de service et moins de servir une cause, un projet, un collectif, une profession. Donc, c'est ce effectivement qui nous semble en jeu et qui se traduit par ce dynamisme effectivement de désengagement. Alors, en même temps, l'expérience d'Alenvie et plus largement du collectif Humain d'abord, en même temps, ce n'est pas les seuls effectivement à avoir des dynamiques qui montrent que ce n'est pas inéluctable. Il y a effectivement possibilité d'apporter des réponses à ce processus de désengagement. Et l'expérience d'Alenvie que Guillaume va nous présenter montre effectivement qu'il est tout à fait possible de moderniser et même de professionnaliser une organisation tout en redonnant ou en donnant effectivement du sens au travail et aux personnes effectivement qui œuvrent au quotidien et de leur permettre, y compris de faire que leur travail leur permette de grandir. Ce qui va nous être présenté par Guillaume semble tout à fait intéressant, notamment à destination de nombreuses structures
qui sont invités à présent à se penser de plus en plus comme des prestataires de services, et y compris de se muer en plateforme de services, par exemple. Donc, je pense à tous les acteurs du champ de l'action sociale, mais pas seulement, y compris les acteurs de la formation. Donc, je pense qu'ils devraient trouver matière à s'inspirer au regard de l'expérience qui est celle d'Alenvie. Merci Jean-Claude. Merci beaucoup pour l'invitation également. Donc, j'ai l'honneur de présenter ici Alenvie, qui est donc l'entreprise sociale que j'ai co-créée en 2016. Alenvie, on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, agréée ESUS, qui a été créée en 2016 et dont la mission est d'humaniser l'accompagnement à domicile des personnes âgées. Alors pourquoi on a créé Alenvie ? Parce qu'on a fait le constat, tout simplement, qu'on disait partout qu'on voulait bien accompagner les personnes âgées, notamment face au choc démographique qui s'annonce, mais que finalement, on ne s'occupait pas de ceux qui font le job. Donc, les 500 000 auxiliaires de vie qui aujourd'hui travaillent dans des conditions très complexes avec un métier qui n'est pas du tout assez valorisé. Concrètement, c'est 70% de temps partiel subi dans ces métiers, c'est très peu de formation continue et souvent des formations qui cantonnent le métier à sa dimension technique et sous-estiment sa dimension humaine. Et troisième point, c'est des structures de management justement qui sont très pyramidales, où quand vous êtes auxiliaire de vie, on va vous dire toute la journée, tu vas chez monsieur un tel, chez madame un tel, mais finalement c'est quelqu'un dans votre bureau qui organise à votre place votre travail. Et c'est souvent très mal vécu par les professionnels qui sont sur le terrain aux côtés des personnes. Et donc nous, face à ce constat, on a vu ce constat finalement, avec notre côté hybride d'entrepreneurs sociaux, comme une opportunité de créer quelque chose de différent, parce que ce problème de sous-valorisation crée en réalité plein de problèmes. Aujourd'hui, c'est un métier avec une sinistralité importante. Les structures, qu'elles soient associatives ou privées, ont du mal à survivre. Et évidemment, les professionnels travaillent dans des conditions compliquées et les bénéficiaires, in fine, ont des accompagnements de mauvaise qualité. Donc aujourd'hui, à Alenvie, ce sont 90 personnes qui travaillent à Paris et à Lyon dans un modèle d'organisation de services d'aide à domicile radicalement différent que je vais vous présenter, qui fonctionne sur la base d'équipes autonomes et avec des innovations dans différents champs de l'organisation pour vraiment créer quelque chose de nouveau et de repositionner sur l'humain. Alors, le point de départ de tout, chez Alenvie, donc c'est un service d'aide à domicile avec des professionnels auxiliaires de vie, salariés en CDI, une grande partie à 35 heures. Mais finalement, avant toute la mécanique organisationnelle que je vais vous présenter, c'est d'abord ce que nous, on a appelé, alors certains n'aiment pas le terme, mais un alignement humain, c'est-à-dire un alignement entre les raisons pour lesquelles je fais ce métier et ma pratique au quotidien. Et finalement, cet alignement, il se traduit déjà dans le point de départ par des convictions qu'on partage tous chez Alenvie. Première conviction, c'est que un ou une auxiliaire de vie est un professionnel de l'empathie avant d'être un professionnel d'une liste de tâches à effectuer, toilette, repas, coucher. Le deuxième sujet, c'est que ce professionnel, finalement, il faut reconnaître dans l'organisation qu'il emploie la responsabilité qu'il a. Parce qu'il y a une espèce de paradoxe à laisser des personnes accompagner des personnes vulnérables, donc avec une énorme responsabilité, puisqu'ils sont seuls avec eux, et nier leur responsabilité quand on les emploie et qu'on les cantonne à un rôle d'exécutant. Et finalement, ces constats, ils vivent au travers d'une charte qu'on appelle la charte d'Envie, qui a été créée avec l'ensemble des collaborateurs et qui est retravaillée régulièrement au sein d'ateliers collaboratifs. Et il vit aussi au travers de rites comme le parrainage, puisque chaque personne qui rentre est accompagnée par un parrain, et aussi avec des mots différents, puisqu'on a renommé le métier, on appelle les auxiliaires d'envie, pour montrer qu'on a un projet qui va au-delà de maintenir juste à domicile, juste maintenir en vie. Donc ça, j'en parle beaucoup parce que finalement, avant toutes les mécaniques organisationnelles qui sont très, très intéressantes à analyser, le plus important reste de partager une culture, une vision différente du métier, une idée en commun de ce qu'on veut proposer à travers notre organisation. Et ensuite, si j'avance plus dans le détail organisationnel, la base, je vais mettre un focus dessus après, mais la base de ce qu'on fait, c'est des équipes autonomes d'auxiliaires de vie. Donc, au lieu d'avoir des coordinateurs qui gèrent des équipes d'auxiliaires de vie, c'est des équipes de 6 à 8 auxiliaires de vie qui gèrent en autonomie leur planning, le recrutement de leurs collègues, la relation avec les familles, la gestion de la qualité, en prenant une partie de leur temps de travail pour organiser leur travail, et pas uniquement chez les bénéficiaires à les accompagner. Le deuxième point très important, c'est la subsidiarité, c'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours un encadrement parce que l'autonomie n'est pas à 100%, et cet encadrement, il se fait de manière subsidiaire, c'est-à-dire que les managers sont là pour, on les appelle coachs, sont là pour aider les équipes à être autonomes et pas faire à leur place. Le troisième sujet, ce sont les outils. On s'est rendu compte que les outils logiciels
de gestion de planning, notamment dans notre activité qui existait sur le marché, en fait, étaient des freins à un développement d'une collaboration horizontale, que souvent ils avaient été faits pour des structures pyramidales où il y a des chefs dans les bureaux qui décident pour le compte des gens sur le terrain. Et le quatrième point, il ne faut pas l'oublier, parce que parfois on fait de l'innovation managériale, mais on oublie les fondamentaux qui sont le dialogue social, parce que tout ça s'ancre aussi dans une gouvernance, dans un schéma juridique qui a son importance. Et donc, on a un comité de gouvernance partagé qui permet de faire évoluer le cadre du modèle avec des représentants des équipes et qui est aussi lié à un comité social et économique pour que ça se passe dans le cadre d'un dialogue social. Et ça nous a permis notamment de créer un accord d'entreprise qui nous donne des règles particulières par rapport à la convention collective qui permettent justement une gestion du temps de travail collaborative. Alors, je fais juste un petit focus sur l'équipe autonome, la cellule de base de notre organisation dont je parlais, donc 6 à 8 auxiliaires qui vont accompagner un pool de bénéficiaires. Et en fait, alors, pour la petite histoire, c'est très inspiré d'un modèle d'organisation qui s'est développé aux Pays-Bas, qui s'appelle Buurtzorg, qui a totalement révolutionné le domaine du soin à domicile aux Pays-Bas. Vous avez aujourd'hui 15 000 personnes qui travaillent dans une organisation aux Pays-Bas par équipe autonome, créée il y a un peu plus de 10 ans par un infirmier visionnaire qui a dit stop à cette logique, finalement, où on veut m'imposer d'en haut le temps que je dois prendre pour faire une piqûre ou un pansement. On va fonctionner autrement. On va dire il y a une équipe d'infirmiers, une équipe de patients, et on va prendre le temps qu'il faut avec chaque patient. Et vous allez voir qu'à la fin, en fait, nous, on va être mieux dans nos bottes et les patients seront mieux accompagnés. Et bizarrement, ça a marché. Et aujourd'hui, c'est une structure qui est citée en exemple partout dans le monde et elle est à la fois vertueuse pour le bien-être des gens qui travaillent, des gens qui sont accompagnés, et vertueuse économiquement puisque vous avez à peine 50 ETP au siège d'une structure de 15 000 personnes. Et donc, nous, on a reproduit en l'adaptant finalement ce modèle et qui, pour le préciser par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, se pilote avec un ratio où les auxiliaires doivent passer une partie de leur temps, bien sûr, à accompagner des personnes âgées, mais aussi une partie du temps à gérer l'équipe, qui est pilotée par un ratio où 75% du temps travaillé, payé, doit être facturé. Et ensuite, il y a une logique de rôle qui tourne, où les auxiliaires à tour de rôle vont pouvoir gérer le planning, gérer l'intégration des nouveaux arrivants, ce qui donne des opportunités à tous et à toutes de développement professionnel. Et pour terminer, parce que c'est aussi un angle qu'on aime bien chez Allenvie, finalement, on a toujours tendance à regarder l'organisation au travers des prismes financiers, organisationnels, mais parfois au sens qui reporte à qui, etc. Ce qui est intéressant aussi, c'est regarder l'organisation comme une organisation apprenante, parce que c'est la base de tout. Et donc, ce qu'on a formalisé à travers la slide que vous voyez là, c'est l'idée qu'en fait, les auxiliaires peuvent être à la fois des professionnels de l'empathie, je le disais, c'est le cœur de leur métier, des professionnels engagés, puisqu'il y a toute la gestion des à côté du métier qui est gérée par eux, mais aussi des professionnels contributeurs, puisque ça, on ne l'avait même pas anticipé, mais aujourd'hui, finalement, toute la partie, entre guillemets, marketing, promotion de notre entreprise est produite à 80% par nos collaborateurs qui simplement racontent leur histoire de manière authentique, leur vision du métier via des vidéos ou des articles sur les réseaux sociaux ou dans différentes contributions, même dans les médias. Et en fait, ça donne une vision du métier qui est bien plus authentique que tous les efforts qu'on pourrait faire sur du papier glacé avec des cerveaux marketing, ce qu'on a essayé de faire derrière et qui marchait moins bien. Et donc, c'est pour montrer qu'en fait, il n'y a pas de limite quand vous arrivez à créer une dynamique d'apprentissage. Il n'y a pas de limite à ce que les personnes peuvent apporter au développement de l'organisation et notamment voilà, des professions qui sont peu valorisées, où on pense que les gens sont sous-qualifiés, qui ne savent pas faire d'autres choses que leur domaine de compétences principales. En réalité, c'est faux. Et donc ça, c'est aussi un message que je voulais profiter pour délivrer. Voilà. Voilà un peu le descriptif. Je ne sais pas trop au niveau du temps comment c'est, mais Jean-Claude. On aura le temps d'y revenir. Ouais. Alors là, à présent, par rapport à ce que vient de présenter Guillaume, par expérience, il me semble important d'insister sur le fait que le modèle organisationnel qui est porté par Allenvie et plus largement par le collectif Les Mains d'Abord, on retrouve la même logique dans le modèle des plateformes de service, par exemple, bien saisir effectivement que c'est un type d'organisation matricielle. Alors c'est important, effectivement, il me semble, de mettre cela en perspective. Il n'y a pas uniquement de la verticalité qui serait inversée, il y a une logique horizontale qui est très importante, qui est relayée par des acteurs qui ont des fonctions de coordination. Alors, chez Allenvie, c'est les auxiliaires dites référentes. Dans d'autres champs, c'est les coordinateurs de projet ou de parcours.
Et le rôle, effectivement, c'est d'être des porte-parole des bénéficiaires usagers, veiller à ce que le contrat de prestation soit bien respecté. Et plus largement, effectivement, cette logique horizontale, de coordination horizontale, elle est relayée en interne et donc c'est l'équipe qui s'autocontrôle. Donc ce qui me paraît important, moi, d'intégrer, c'est que c'est loin d'être des organisations où il n'y aurait pas de contrôle. Ce n'est pas des organisations libérées. Il y a une autre forme de contrôle, de l'autocontrôle, du contrôle, effectivement, via l'horizontalité, du contrôle latéral, et bien entendu, effectivement, beaucoup moins de contrôle hiérarchique qui a un rôle supplétif. Donc, ce qui également à saisir, et Guillaume a insisté, c'est qu'il y a une logique de subsidiarité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire subsidiarité? C'est qu'on invite effectivement les cadres hiérarchiques à se mettre en position de soutien. Donc, à donner du temps. Alors, si vous pouvez avancer, voilà. Donc ça paraît extrêmement important. C'est d'inviter les managers hiérarchiques à agir de façon supplétive, c'est-à-dire en soutien, donner du temps, donner du conseil, donner de l'expertise. Et donc, ça change quand même effectivement leur positionnement et leur mission principale. Donc ça, c'est un élément effectivement très fort. Autrement dit, dans ces structures-là, il y a une pyramide qui est renversée plutôt qu'inversée, il me semble. Donc c'est un élément extrêmement important. Et tant qu'on combine les deux éléments, comme vient de l'évoquer Guillaume, ça permet de mettre en œuvre ce que certains appellent la symétrie des attentions. Alors, c'est assez simple. Hein. Si on prend soin de moi, si on me donne, il y a plus de chances, effectivement, que le collaborateur en fasse de même auprès de la personne qui est accompagnée. On peut le dire autrement. Ça vise effectivement à faire vivre une réciprocité réciproque et positive, bien entendu. Ça vise à faire vivre une éthique du care, il me semble. Donc ça, c'est un élément important. Ça vise, à mon avis, fondamentalement à faire exister l'esprit de service. Donc ça, c'est un élément majeur et pas simplement, effectivement, inviter les personnes à se vivre comme des prestataires de services. Donc ça me semble un élément, effectivement, majeur qui est au cœur du modèle qui a été construit par Alanvi. Et plus largement, on retrouve trois ingrédients qui constituent toutes les organisations qui favorisent l'engagement. On retrouve toujours ces éléments-là. Premièrement, capacité à favoriser l'autonomie des acteurs. Donc c'est le cas, on a affaire à une équipe autonome. Donc on a plus de chances de sentir bien au travail si on maîtrise le cours de l'action, si on a le pouvoir de décider, le pouvoir de dire. Ça va de pair et ça implique effectivement qu'il y a un sentiment de compétence. Et donc on a vu, Guillaume avait insisté sur le fait que ces organisations favorisaient l'apprentissage. Alors ça passe bien entendu par les actions de formation, mais également effectivement par le droit à l'erreur, le droit d'apprendre, d'expérimenter. Et enfin, effectivement, le troisième élément, c'est ce qu'on appelle souvent le sentiment d'affiliation, autrement dit, le fait qu'il y ait du lien, qu'il y ait de la bienveillance réciproque. Et quand on a ces éléments, on les combine, on a des organisations qui produisent de la valeur économique, autrement dit de la valeur ajoutée, qui produisent du lien, on peut également dire de la chaleur ajoutée. Et quand tout ça est répatrié dans le subjectif des personnes qui travaillent, ça leur permet de grandir, de se développer. Et il me semble d'ailleurs, effectivement, c'est un élément qu'on retrouve dans un outil que vous avez construit qui vise à apprécier l'alignement humain, sauf erreur de ma part, et bien entendu qui s'inspire de la pyramide de Maslow. Oui, juste en réaction par rapport à ce que tu disais sur l'autocontrôle, parce que c'est une question, à partir du moment où on donne de l'autonomie aux collaborateurs, tout de suite, c'est comment on évite les erreurs, etc. Effectivement, l'autocontrôle est parfois beaucoup plus fort entre pairs qu'il n'est dans un lien hiérarchique, et nous, on le voit à travers d'exemples très précis. L'absentéisme, par exemple, aujourd'hui, on a entre 3 et 4% d'absentéisme, ce qui est moins que la moyenne des entreprises privées, alors que dans notre secteur, on peut monter facilement à 20 ou 30%. Et ça, c'est parce qu'en fait, être absent, c'est finalement mettre mon collègue qui est référent sur l'accompagnement dans une situation délicate, c'est complètement différent qu'un lien contractuel, transactionnel qui a été passé avec une hiérarchie dont finalement je n'ai pas grand-chose à faire parce que je considère qu'elle me traite mal dans une structure classique. Et on le voit aussi au travers de, par exemple, le fait que nous, on a quand même pas mal de périodes d'essai qui sont dénoncées avant la fin par les équipes et avec aussi parce que quand une personne travaille mal, ça se répercute tout de suite sur l'équipe et donc on va beaucoup plus facilement entre guillemets, dire non, je ne veux pas travailler avec cette personne que quand tout passe par la hiérarchie. Et ce qui est plutôt positif finalement dans un modèle, on a envie de s'assurer de la qualité des intervenants et de la qualité des interventions, mais ce qui peut aussi
il faut bien le dire, parfois doit être accompagné justement d'empathie, d'une culture d'entreprise spécifique, parce que le rejet par les pairs peut être beaucoup plus violent que le rejet par la hiérarchie. Donc, il ne faut pas croire non plus qu'il aura de l'autonomie et le monde des bisounours où tout serait parfait. C'est juste une petite parenthèse. Et sur l'indice d'alignement humain, effectivement, c'est une initiative qu'on a voulu prendre parce qu'on vit dans un monde où tout se mesure. On est biaisé par le fait qu'on a des chiffres qu'on est obligé de manipuler toute la journée qui sont les chiffres financiers. Et donc, on en vient à n'optimiser nos organisations que pour le résultat financier. Et donc, on cherchait des mesures effectivement, de ce qu'on voulait vraiment améliorer en réalité, qui est humainement comment les gens vivent leur métier et comment ils accompagnent les bénéficiaires. Et donc, on a cherché à construire le chiffre en partant effectivement de la pyramide de Maslow et en se demandant dans ces différentes dimensions de besoins, à quoi l'organisation remplit, à quel besoin répond l'organisation et en quoi ça met la personne dans les bonnes dispositions pour bien accompagner les bénéficiaires. Donc, on a construit des questions. Et c'est une initiative très modeste parce qu'on n'est pas des chercheurs, donc on a fait ça sur un mode open source où il y a une vingtaine d'organisations aujourd'hui qui l'utilisent et on va essayer de le faire progresser en continu en se nourrissant des retours et des utilisations des différents collaborateurs. Mais ça, c'est l'idée que si on va pas jusqu'à changer ce qu'on mesure, on se met aussi des freins dans les développements d'organisation parce que tant qu'on reste dans la mesure du chiffre financier permanent, on a du mal à vraiment innover au niveau organisationnel. En tout cas, ça me paraît important, puis ça renvoie au fait que il y a de vieux concepts qui font toujours sens et ceux qui jouent au travail, effectivement, on a guère changé. Ça, c'est fondamental. Donc, effectivement, dans la pyramide de Maslow, on retrouve 3 types de besoins. Ils sont toujours là. Et si on ne prend pas le soin, effectivement, d'y répondre, voilà, il y a une perte de sens. On aura moins d'engagement au travail. Donc, c'est important, il me semble, effectivement, de le rappeler. Et il y a un autre élément qui me paraît central, sur lequel je souhaiterais moi insister, c'est sur le type de pratique managériale qui est à l'œuvre dans ces démarches-là. Et il me semble effectivement que ce qui est en jeu, c'est le fait d'inviter les managers, alors les cadres hiérarchiques, les dirigeants, à servir. Alors, quand on dit ça, on peut amener effectivement les interlocuteurs à bondir. Alors, servir, on l'a vu au niveau opérationnel, en l'occurrence, c'est des coachs d'équipe, c'est servir les opérationnels, les auxiliaires de vie, leur permettre effectivement de bien faire leur travail, de les soutenir, de leur offrir du conseil, du temps, de la reconnaissance. Donc ça, effectivement, c'est au quotidien, dans le rôle de subsidiarité. Ça paraît souvent visible, très clair. Et par contre, il y a une autre dimension qui est, à mon avis, beaucoup moins visible, beaucoup moins pointée, qui se situe plutôt au niveau stratégique. Et là, c'est complémentaire. Ça peut être les mêmes managers et ou d'autres. Et dans ce cas-là, il ne s'agit pas effectivement de soutenir les opérationnels en leur donnant du temps et du soutien pour bien faire leur travail d'accompagnement. Il s'agit effectivement de les servir en leur donnant du sens, du cap, une direction, un cadre. Et là, effectivement, c'est le rôle de managers qui deviennent des leaders et qui fondamentalement, effectivement, donnent du sens. Alors, ce qui me paraît important, effectivement, d'assister, c'est qu'à chaque fois, volontairement, j'utilise le terme donner. Et quand il s'agit effectivement de servir, il s'agit effectivement de donner. Quand on est en soutien opérationnel, effectivement, ça paraît évident. Ça paraît moins évident, effectivement, quand on se situe dans une logique de leadership. Et dans ces démarches-là, on a des managers qui se vivent d'une certaine façon comme des chefs d'orchestre. En chef d'orchestre, effectivement, il amène les musiciens à répéter, à s'améliorer, à bien, le jour J, à composer un orchestre. Et en même temps, effectivement, il les invite à être au service de l'œuvre, du compositeur. Chef d'orchestre, il ne faut jamais perdre de vue, effectivement, qu'il est au service de l'œuvre. Et donc, effectivement, c'est son rôle de donner du sens. Et on est au service de l'œuvre, comment on peut être au service du projet. Donc, ce qui se passe, il me semble, dans ces organisations, c'est qu'on a des managers qui agissent d'une certaine façon comme des chefs d'orchestre. Et il y a quand même une différence, c'est que le chef d'orchestre, souvent, il choisit l'œuvre qu'il souhaite voir jouer par son orchestre. Il choisit les musiciens. Là, il me semble qu'il y a une logique un peu plus collective, où éventuellement, le collectif, effectivement, définit ensemble le projet associatif, le projet de l'entreprise, et également, éventuellement, est associé
au choix de recrutement des membres de l'équipe. Donc quelque chose qui est beaucoup plus collectif. On n'a pas affaire simplement à des managers leaders, visionnaires, héroïques. On a plutôt affaire à une logique de communauté de travail inspirée. Alors ça renvoie à un ouvrage qui a bien décrit ces organisations. Et donc, effectivement, on a affaire à une logique de leadership qui fait vivre des communautés de travail inspirées, des communautés de projets, des communautés d'action. Alors, je ne sais pas si je me trompe, Guillaume, en disant cela, parce qu'on n'en a pas forcément parlé avant. Oui, alors dire qu'on est des leaders inspirés, c'est un peu présomptueux. Après, sur les styles de leadership, de manière générale, ce qui est sûr, c'est que je pense que effectivement, une organisation comme ça ne peut pas se développer avec un style de management très contrôlant. On voudrait être à la base de toutes les décisions, influer sur toutes les décisions, contrôler. Voilà, donc pour moi, ça demande effectivement d'accepter de jouer le jeu du collectif, ça c'est une évidence, donc de s'effacer un petit peu. Pour autant, il y a un vrai rôle finalement, le travail que je suis en train de faire là, à mon avis, de formaliser les choses. Parce que parfois, il y a énormément de savoir, de compétences, de choses qui sont implicites dans une organisation et que le rôle de leader peut aussi être de participer à l'explicitation. Et moi, je vois, parce que je suis amené pas mal à témoigner comme je le fais en ce moment. Et finalement, moi, ce qui me fait beaucoup de bien, c'est parfois je me dis, mais je suis peut-être en train de trahir ce qui est vraiment fait sur le terrain par les auxiliaires de vie, donc de raconter finalement une espèce de bullshit, pour dire un mot pas très joli, managérial, alors qu'en fait, ils vivent les choses complètement différemment. Et ce qui me plaît, c'est quand je fais ce genre d'intervention et que des auxiliaires l'écoutent et me disent qu'elles se sont reconnues. Et là, je sens qu'on est dans une sorte de boucle qui est intéressante où moi, je joue un rôle qui est d'explicité. Donc, je ne suis pas non plus juste à subir un collectif. J'ai mon rôle dans ce collectif, mais j'y participe. Et avec, donc voilà, je vois notamment le rôle d'explicitation. Et je pense aussi que pour le management, quelque chose qui est important dans ce type d'organisation dont on n'a pas parlé, quand je dirais, enfin, je le mentionnerai en complément, c'est d'accepter de perdre une partie de son approche trop cartésienne. Donc en fait, une entreprise ne peut pas se résumer à des chiffres, des causes, des conséquences. Il y a des mécanismes qui échappent à ça, qui sont liés à la délibération, au contact humain. Et donc ça, à tous les niveaux, toutes les personnes qui sont en situation de management ou d'accompagnement doivent, je pense, faire un travail là-dessus parce que c'est ça qui permet de vraiment faire vivre l'organisation. Si je peux réagir maintenant, ça faisait en lien avec le titre du webinaire. La question qui se pose, c'est est-ce que vous êtes plutôt au service des bénéficiaires ou au service effectivement du projet, de la raison d'être de cette entreprise? Donc, ça me paraît effectivement être une question importante. Et derrière, ça veut dire quoi? C'est-à-dire quand les membres des équipes autonomes regardent leur manager, est-ce qu'ils se reconnaissent dans leur comportement? Est-ce que ces managers, effectivement, incarnent le projet ou pas? Donc la question, effectivement, ils sont au service de quoi, de qui? Alors, ce qui est sûr, c'est que l'organisation a une mission claire, donc elle sert les personnes âgées qui ont besoin d'accompagnement. Donc tout le monde dans l'organisation partage cette mission. Après, alors ça c'est un peu de la sémantique, mais c'est c'est peut-être rigolo d'imaginer aussi qu'on sert des bénéficiaires, mais on sert aussi à quelque chose au-delà. Donc, je pense qu'on sert aussi à faire changer le secteur. C'est pour ça que dans notre raison d'être, on a mis qu'on voulait humaniser les relations d'accompagnement en valorisant les professionnels et en changeant la manière dont en rééquilibrant l'économique et le social dans le secteur. Donc, on a aussi une vocation au-delà qui est de faire changer les pratiques de manière globale et qui est partagée par toute l'entreprise. Et donc, je pense qu'on on veut servir des bénéficiaires tout en servant à participer à un mouvement plus large et que c'est intéressant d'avoir cette double dimension du service. Et après, les leaders, le dirigeant a aussi une autre. C'est compliqué aujourd'hui, en tout cas dans une structure hybride comme la mienne. On fait de l'entrepreneuriat social, on a des investisseurs sociaux, mais investisseurs quand même, des auxiliaires d'envie salariés, des bénéficiaires, des partenaires. On est un peu au carrefour de différentes parties prenantes et donc on sert aussi à équilibrer parfois des contradictions qu'il peut y avoir entre des différentes parties prenantes. Donc on peut se définir uniquement comme au service d'une partie prenante, c'est pas si simple. Mais par contre, effectivement, moi je fais le lien
vous définissez comme une entreprise, une société à mission. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous au-delà de la réalité, on va dire, juridique? Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'on est parti avec l'idée de changer la manière dont fonctionne un secteur sur un constat que j'ai décrit au début. Maintenant, voilà, on est 70, on se développe assez vite et le fait de devenir société à mission aujourd'hui, alors pour le coup au sens juridique puisque maintenant c'est une possibilité offerte à toutes les entreprises, c'est le fait de graver dans le marbre une raison d'être et des engagements qui doivent être, à mon sens, un guide que chaque partie prenante ou partie constituante, un salarié, un bénéficiaire, un actionnaire, doit pouvoir se référer à ce guide. Donc, en l'occurrence, humaniser l'accompagnement des personnes qui ont besoin d'aide et de soins, en valorisant les professionnels et en réconciliant les enjeux humains et économiques du secteur. On a mis pas mal de choses, mais l'objectif, c'est qu'on puisse nous remettre en cause nos actions en tant que structure sur les bases de cette raison d'être et des engagements qui sont derrière, que vous pourrez bientôt voir dans nos statuts, et qu'on n'ait pas juste finalement à délivrer des objectifs quantifiés par un agrément qualité, une rentabilité financière, mais une singularité, une raison d'être, et qu'on puisse nous dire, bah non, là, vous agissez de manière contraire à votre raison d'être, et que chacun dans l'organisation, dans ses actions quotidiennes, de l'auxiliaire de vie au responsable marketing ou autre, puisse se poser la question tous les jours, est-ce que ce que je fais, c'est cohérent avec la raison d'être de l'organisation pour laquelle je travaille? Plutôt que se poser la question, est-ce que je vais atteindre le chiffre qu'on m'a demandé d'atteindre avant la fin du mois? Ou peut-être qu'il va y avoir un chiffre aussi, mais en tout cas, il y a une autre question à se poser que juste atteindre un chiffre. Moi, ça me paraît extrêmement intéressant de cette question, cette thématique de raison d'être pour les associations qui, de plus en plus, effectivement, font moins association et de plus en plus, effectivement, se réduisent à être des gestionnaires d'établissements et de services, à être des opérateurs, des prestataires de services. Voilà. Donc, à mon avis, il y a quelque chose où il y a matière à s'inspirer. Donc, d'où ce webinaire, d'où l'intérêt de regarder ce qui se passe, effectivement, du côté des services à la personne, donc collectif, l'humain d'abord. Il y a d'autres expériences, mais je pense qu'il y a matière, voilà, à pouvoir régénérer du sens, à réenchanter le travail en expérimentant, sachant qu'à chaque fois, effectivement, c'est un peu différent. Les contextes, et y compris les logiques économiques, ne sont pas forcément les mêmes. Mais en tout cas, vous, de votre côté, vous arrivez, y compris à professionnaliser des activités et des métiers qui n'avaient jamais été guère valorisés. Donc, ça montre que c'est possible. Oui, je pense que c'est possible. Et un autre exemple, juste pour rebondir sur la raison d'être, c'est que un exemple de comment finalement une mission peut aider à résoudre des contradictions et gagner du temps et faire des choses qui ont plus de sens, j'aime bien citer cet exemple, c'est nous dans le marketing. Un peu comme tout le monde, maintenant, entreprise ou association, c'est pareil, on se met à acheter des mots-clés sur Google pour avoir des clients. Et on a commencé à faire ça et puis on n'arrivait pas à voir ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Ça avait du mal à fonctionner, mais on continuait parce qu'on se disait tout le monde le fait, donc il faut le faire. Et puis un jour, en fait, donc on était plutôt dans la mesure de la performance de l'outil. Et un jour, on s'est dit, en fait, raconter en 20 signes qu'on est meilleur que les autres, sans rien dire de différent sur le métier, sur les personnes âgées, notre rapport aux personnes âgées, est-ce que ça a du sens par rapport à notre raison d'être, notre mission? En fait, non. Donc, on ne va pas le faire. Et donc, on va se mettre plutôt à raconter ce qu'on fait via créer du contenu qui donne une image différente du métier et des personnes âgées. Et puis, les gens que ça ne touchera pas, au moins, on aura fait quelque chose qui est cohérent par rapport à notre mission, de donner, voilà, d'humaniser. Et on s'est mis à faire ça. Et finalement, les conséquences ont plutôt été inattendues parce que ça nous a plus développé de l'activité sur la partie formation, parce qu'on a développé une activité de formation aujourd'hui. Donc finalement, une sorte de sérendipité. On fait un choix qui est guidé plus par la cohérence que par l'exigence de performance. Ça apporte des conséquences qui ne sont peut-être pas prévisibles, mais qui apportent quelque chose à l'entreprise. Et donc, c'est aussi un pilotage par la cohérence plus que la performance et qui peut être présent quand on fait le choix de la raison d'être. Donc, je pense qu'à présent, on va passer aux échanges. Donc, Parfait. Alors oui, on a eu plusieurs questions durant justement cette présentation, notamment une première question de Martine. Les outils de planning étaient-ils un frein et pourquoi ont-ils remplacés? C'est une question pour Guillaume. Alors, c'est très intéressant comme question parce que nous,
On ne pense pas du tout que tout problème a une solution technologique. Donc, on n'a pas créé à l'envie en se disant il faudra développer un outil de planning. On a créé à l'envie, on a utilisé un outil de planning qui existait sur le secteur. Et en l'utilisant, on s'est rendu compte qu'il était plus fait pour une séparation du rôle du planificateur et de la personne qui fait le job. Et on a eu une grande révélation quand il y a une association de l'Est de la France créée en 1945 qui a 2000 salariés, qui est venue nous voir chez Allenvie pour voir nos pratiques organisationnelles et qui nous a dit la manière dont vous faites le planning, ça ressemble à la manière dont on faisait le planning dans les années 80. On était autour d'une table avec un papier et un crayon. Et puis, du jour où on a mis un ordinateur dans un bureau, on a formé quelqu'un pour l'utiliser, on a dit, toi, tu vas être planificateur. On a changé en fait le mode de fonctionnement du planning. Et donc là, on a pris conscience que les outils étaient vraiment, parfois avaient même accéléré le côté pyramidal de l'organisation. Et donc, on s'est dit, en fait, on va développer notre propre outil. Et donc, on a développé avec une équipe en interne un outil de planification qui permet à tous les auxiliaires de voir leur planning, de voir le planning de leurs collègues, de changer eux-mêmes leur planning, d'avoir des indicateurs partagés pour piloter leur équipe. Et cet outil, on va le proposer à d'autres organisations parce qu'on pense que ça peut justement pour être un vecteur de changement aussi pour créer une organisation plus autonome. Très bien. Seconde question venant de Marine. Comment encadrez-vous la dynamique donc, de l'autocontrôle? Jean-Claude, j'imagine. Question particulièrement à vous. Pour le cas de l'envie, je ne connais pas la réponse. J'imagine effectivement qu'à chaque fois, ça doit être singulier. C'est que c'est un contrôle par les pairs. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut qu'il y ait des repères professionnels qui soient partagés. Et toute la question, effectivement, c'est de construire ces repères, de les expliciter. Et ça implique effectivement de faire vivre certains dispositifs tels des temps d'analyse de pratique. Et donc, effectivement, qui vont construire et faire vivre, actualiser des repères professionnels. Et c'est ça qui est important. Alors, pour le cas d'Allenvie, vu que ce ne sont pas des équipes pluridisciplinaires et puis professionnelles, si j'ose dire, c'est peut-être un peu plus simple, entre guillemets, hein, si j'ose dire. Et quand on a affaire à des équipes pluridisciplinaires et pluriprofessionnelles, il faut d'autres dispositifs que simplement des temps d'APP. Il ne s'agit pas simplement de faire vivre des communautés de pratique professionnelles, il s'agit de faire vivre ce qu'on appelle des communautés de processus, communautés de projets, communautés d'action. Donc là, effectivement, il faut des temps où il y a des professionnels qui viennent de différents champs et qui arrivent effectivement à convenir de modes d'action partagés. Et c'est la façon dont on arrive effectivement à s'autocontrôler les uns et les autres, et en sachant qu'il y a le rôle du coordinateur qui manage sans lien hiérarchique. Ce sont des rôles importants qui se développent de plus en plus, qui ne sont pas forcément complètement compris, y compris dans certains champs, on n'arrive pas à saisir qu'on puisse manager sans lien hiérarchique, donc sans prendre position sur une autorité hiérarchique. Donc là, ça passe par des processus de formation qui sont en cours. Et pour compléter, chez Allenvie, nous on aime bien une distinction qui est parfois utile, c'est distinguer le cadre et les règles. Dans les équipes autonomes, la plupart des règles des équipes se les créent elles-mêmes. Par contre, il y a un cadre assez clair. Et effectivement, dans le cadre, il y a notamment le fait qu'il y a une réunion de 2 heures toutes les 2 semaines par équipe. Ça fait partie des choses qui ne sont pas négociables. Il y a aussi une charte d'envie avec des principes très forts de respect, de solidarité, de curiosité, pas mal de principes très forts. Et quand on sort du cadre, c'est tout de suite, on sait tout de suite et ça donne lieu à des choses très claires, des régulations très claires. Et enfin, c'est la formation, y compris, ça va jusqu'à la sensibilisation à des méthodes de prise de décision. Par exemple, on travaille avec une méthode qui est utilisée par Burzorg pour prendre des décisions à plusieurs. Parce qu'en fait, il y a des méthodes pour tout. Et effectivement, si on ne cherche pas à former, à donner les bons outils, l'autocontrôle peut aussi finir dans l'anarchie, évidemment. En tout cas, il y a des organismes de formation du type 3A qui utilisent beaucoup la pédagogie, l'andragogie coopérative, et c'est comme ça qu'on arrive effectivement à développer ce qu'on appelle des compétences collectives et pas simplement individuelles. Et donc, ça passe par là. Voilà, donc c'est des éléments extrêmement structurants, très forts, et qu'on ne retrouve pas de partout. Pour rebondir avec une question de Johanna, Guillaume, comment avez-vous impliqué vos collaborateurs sur la définition de votre raison d'être? On a fait des réunions collectives
notamment une réunion assez intéressante où il y avait autour de la table à la fois des actionnaires et des salariés, notamment auxiliaires de vie. Et ensuite, on a fait des formulations qu'on a resoumises lors de réunions. Voilà, c'est un aller-retour entre des réunions collectives et de la formulation, plus par une équipe réduite pour la partie formalisation. Mais effectivement, la raison d'être, elle a de la valeur parce qu'elle est définie collectivement. Très bien. Martine, que diriez-vous à un dirigeant d'une organisation hiérarchique classique qui s'interroge sur une entreprise apprenante, qui a envie mais qui n'ose pas? Des conseils? Alors, moi, je te laisse après la parole. Dans notre cas, nous, chez Alenvie, avec justement, on a créé un collectif avec d'autres structures d'aide à domicile qui sont organisées en équipe autonome. Et nous, on dit rien. En fait, on montre. Donc, on propose des journées où les dirigeants peuvent venir rencontrer alors d'autres dirigeants, mais surtout des professionnels, des auxiliaires de vie, des coachs justement encadrant sans position hiérarchique. Et donc je pense que la première chose à faire, c'est juste d'écouter des gens qui pratiquent et de se faire à l'idée. Et puis ensuite aussi, surtout, de bien se dire qu'il n'y a pas de modèle tout fait à appliquer, qui marcherait pas, que tout ça n'est qu'une philosophie qui trouve son application de différentes manières selon les organisations, leur ADN, leur histoire, leur culture, leur statut juridique. Donc, voilà, on n'est pas du tout en train de dire il y a un modèle qu'il faut répliquer partout. C'est plus une philosophie de la responsabilisation, de l'émancipation des professionnels qu'on essaye de promouvoir. Oui, il n'y a pas de modèle clé en main, comme vient de le dire Guillaume. Après, effectivement, il faut expérimenter, il faut construire. Et donc après, effectivement, c'est une problématique de l'accompagnement du changement. Et il faut démarrer où il y a de l'envie. Hein. Donc c'est pour ça que c'est bien de venir voir d'autres, d'être accompagné. Puis après, il y a des arguments je veux dire, de nature économique, dans le sens où ça réduit ce qu'on appelle les coûts cachés, parce qu'il y a moins d'absentéisme, parce que effectivement, il y a moins de défauts de qualité. En bout de chaîne, on arrive à mieux concilier, comme on dit, l'économique et le social. Il me semble que chez Alenvie, ça a été souligné, mais les auxiliaires sont mieux payés en moyenne que chez, si j'ose dire, des concurrents, des homologues. Voilà. Donc il y a des éléments, il peut y avoir une dynamique qui soit vertueuse. Ce n'est pas toujours le cas, c'est jamais gagné une fois pour toutes. C'est pour ça qu'il faut être très humble quand on fait ça, il me semble. Oui, et quand tu as dit commencer par l'envie, je trouve ça intéressant parce que, en fait, nous, dans la jeunesse d'Alenvie, on n'a pas été organisé, c'est un processus itératif, donc on n'a pas du tout été organisé comme ça dès le départ. Au début, on a juste recruté des auxiliaires de vie et on était finalement plutôt dans une position de manager hiérarchique parce qu'on apprenait le métier en même temps. Et ce dont on s'est vite rendu compte, c'est qu'en fait, le développement de l'autonomie, il passe avant tout par le cœur de métier. Donc, en fait, la première dimension dont les auxiliaires se sont très facilement emparés, c'est la qualité des accompagnements. Parce qu'en fait, les gens qui font ces métiers d'accompagnement le font pour une certaine raison. Ils veulent, ils ont l'empathie, voilà, chevillée au corps, bien accompagner les personnes âgées. Et donc, déjà, leur demander de travailler à une amélioration de la qualité, ça fonctionne tout de suite. Après, vous pouvez passer sur des sujets qui vont être plus back-office, organisationnel, comment on organise le temps de travail, comment on maintient un certain ratio pour que ça soit pérenne, mais commencer par le cœur, ce qui touche les collaborateurs, c'est forcément par là que ça doit démarrer un rebond. Une seconde question, du coup, Martine. Comment définissez-vous votre rôle et votre place de dirigeant dans une telle organisation? Alors, c'était un peu la question tout à l'heure qu'on traitait. Qu'est-ce que je pourrais dire en complément? Je pense que c'est effectivement c'est un jeu qui est finalement qui est assez complexe, notamment de vouloir donner beaucoup d'autonomie. En même temps, on est dans un cadre réglementaire, on a des investisseurs parce qu'on veut faire ça à grande échelle. Donc, il y a quand même donner une cohérence au tout et éviter que finalement que le développement de l'autonomie des collaborateurs soit juste un instrument marketing et qu'à un moment donné, les actionnaires prennent le pas et en fassent juste un outil pour générer de l'argent. Ce ne serait pas du tout souhaitable et donc on veut être les garants pour éviter ça. Voilà, c'est être les garants du cadre, même s'il est défini collectivement. À un moment donné, si un jour il y a un vrai dilemme sur le cadre,
on peut avoir besoin de trancher peut-être des choses. Donc voilà, il y a je pense, un rôle d'animer un collectif, mais d'être aussi, voilà, je pense, le garant de la cohérence de l'ensemble. C'est-à-dire que l'engagement de l'auxiliaire de vie soit le même que celui de l'actionnaire, du bénéficiaire, du partenaire qui travaille avec nous, et qu'il n'y ait pas d'incohérence majeure entre ces différentes parties prenantes. C'est voilà, ça, finalement, le gros, je pense, de notre responsabilité. Il me semble, en écoutant Guillaume, qu'on retrouve tous les éléments. Voilà, quel est le rôle, la fonction d'un chef d'orchestre, et également, effectivement, de veiller à ce que l'orchestre soit au service de l'œuvre, du projet en l'occurrence, d'être le garant, voilà, de bien interpréter, qu'il y ait de la cohérence. Je pense qu'on retrouve de ces éléments. Et la question est très importante, c'est quelle est dans ce type d'organisation, effectivement, la valeur ajoutée des dirigeants. C'est une vraie question. Et puis, y compris la limite, est-ce qu'à un moment venu, bah oui, vous ne pourriez pas disparaître. Et on voit bien dans certaines évolutions dans le champ, de réforme de la tarification, où on considère que les fonctions managériales ne font pas partie du corps de métier, à juste titre, des prestations directes, et on les inclut dans les prestations indirectes. Et la logique des pouvoirs publics, c'est de voir réduire le poids des prestations indirectes en disant effectivement, elles sont peut-être moins utiles que ceux qui sont en contact des personnes accompagnées. Donc c'est une vraie question, c'est une question centrale, majeure. Ah oui, et puis je pense que il faut penser son obsolescence programmée quand on est un dirigeant, parce que il y a beaucoup d'organisations parfois qui se disent libérées, etc., qui reposent en réalité, ou plus des formats qu'on pourrait dire paternalistes, qui reposent sur le charisme d'un ou de plusieurs dirigeants qui sont finalement ceux qui donnent en permanence le sens, etc. Et ça peut devenir très dangereux, parce que le jour où ils vont faire autre chose, l'organisation, ses objectifs peuvent être très vite dévoyés. Et donc les enjeux aussi d'avoir une raison d'être formalisée, de mettre ça dans les statuts, que ça s'imprègne dans l'ensemble de l'organisation, dans l'ensemble des engagements de l'organisation, des engagements des professionnels, c'est qu'à un moment donné, je pense que les dirigeants ne doivent plus être forcément nécessaires à partir peut-être d'un certain stade, ou alors sur des nouveaux projets d'innovation, peut-être s'ils ont envie d'apporter quelque chose. Mais effectivement, il faut pas que identifier une organisation à une personne me semble pas la bonne chose à faire quand on veut que la raison d'être perdure et s'amplifie. Une dernière question de la part de nos participants. Comment organisez-vous les rites au quotidien dans votre entreprise? Les rites? Oui. Alors, les rites, comment les organise-t-on? Il y a des rites qui sont définis, je dirais, dans le cadre, notamment par le comité de gouvernance partagée, donc le fait d'avoir des réunions, le fait d'avoir du parrainage, et ils peuvent potentiellement être remis en cause, mais pas au quotidien. C'est des décisions lourdes qui seront prises par des représentants des différentes équipes, avec voilà, l'équipe des managers ou des dirigeants, mais il y a une permanence du rite qui est assurée par le fait qu'il n'y a pas une liberté totale, et voilà, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure sur le cadre. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que certaines équipes se créent leur propre rite, vont se faire leur dîner de temps en temps. Voilà, donc il y a une certaine auto-génération, je dirais, des rites, y compris d'ailleurs, je parle beaucoup des auxiliaires de vie, mais dans l'équipe, on est quand même une vingtaine dans l'équipe au siège. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des rites qui se créent d'événements qu'on n'a pas du tout besoin d'organiser. Parce que ce dont on se rend compte, c'est que quand les gens sont soudés par un objectif très clair, quelque chose qui a du sens, le plaisir de se retrouver, même avec des gens très différents, est souvent assez naturel, on n'a pas besoin de le forcer. Et donc aujourd'hui, on a un autre exemple de rite chez nous, c'est le Vie ma vie, pour que justement les équipes du siège aillent sur le terrain avec les auxiliaires. Et ça, on a voulu beaucoup l'organiser. Et en fait, la seule manière qu'on a trouvé de l'organiser, c'est que les équipes du siège, de leur dire, mais en fait, parce que souvent, ça n'arrange pas pratiquement les auxiliaires, il y a toujours des freins. Est-ce que cette personne va t'accepter, toi qui n'est pas habitué, etc. En fait, on a dit aux équipes du siège, mais en fait, si vraiment vous avez envie d'y aller, insistez, appelez les auxiliaires. Et en fait, ça marche comme ça. Et les gens très motivés, ils sont assez nombreux, appellent les auxiliaires, disent, j'ai envie d'aller avec toi à une intervention, emmène-moi, etc. Et donc, voilà, je pense que les rites, on lance potentiellement des idées, et après les choses se développent
par la motivation des personnes. Une dernière question concernant donc l'indice d'alignement humain. Pouvez-vous en parler davantage? Oui, alors vous pouvez trouver sur Internet, si vous voulez, il y a toute une brochure qui a été faite, vous pouvez aller voir sur le site. Alors, je ne vais pas décrire toutes les questions là, parce que je pense que ça serait trop long. Mais ce qui est intéressant, je pense, dans cet indice, c'est que ce n'est pas un concours d'avoir le meilleur chiffre, et que les chiffres, on cherche moins à les comparer entre structures qu'à les comparer dans le temps au sein d'une structure. Donc, dans notre esprit, c'est plutôt un indicateur à utiliser au sein d'une structure pour se dire est-ce que finalement, qualitativement, la manière dont on s'organise pour travailler donne de l'alignement, de l'engagement aux collaborateurs, et est-ce qu'on arrive à s'améliorer sur cette dimension. Et ce qui est intéressant, c'est comme il y a les 5 besoins de la pyramide de Maslow, c'est qu'on peut voir dans quelle dimension on est le meilleur, ou dans lesquelles dimensions surtout on a besoin de progresser. Et donc on peut être surpris. Voilà, par exemple, on peut voir que la dimension, nous on a vu que la dimension, on se force toujours à donner du sens, j'en parlais, à formaliser la mission, mais dans notre métier, la dimension sociale se retrouve entre collègues est extrêmement importante, parce que c'est des métiers où on est seul, et où en fait on a très peu d'occasions de rencontrer ses collègues. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait des besoins très forts de créer du lien social au travers de son activité professionnelle dans notre structure et dans d'autres. Et donc cette dimension-là devait être, qui est bien identifiée chez Maslow, devait être vraiment développée par les structures. En tout cas, effectivement, la base, c'est la pyramide de Maslow. Alors, ce qui est en jeu, c'est savoir si le travail, l'organisation du travail, effectivement, permet de générer de la valeur économique, de la valeur ajoutée, donc qui est derrière, effectivement, d'avoir un certain niveau de rémunération et de conditions d'emploi. La question, effectivement, de savoir si au travail, on arrive à construire du lien, de la reconnaissance. Donc, c'est un élément, effectivement, qui semble majeur pour ces activités qui se font à l'extérieur, à domicile, et souvent, effectivement, seul, en face à face. Et puis, la troisième dimension, c'est est-ce que le travail permet aux personnes de grandir, de se réparer, effectivement, de se développer, de se réaliser. Donc ça dépend bien entendu, y compris de l'environnement. Et c'est ces 3 dimensions qui sont questionnées pour voir si l'organisation du travail y répond. D'où l'intitulé alignement humain. Je crois que nous avons répondu aux principales questions, c'est ça? Sur les organisations, très bien. Écoutez, on vous souhaite une bonne soirée. J'espère qu'il y aura peut-être un prolongement. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée.